Tout d'abord, Bozousse, et au Canada, il y a Manaïkia, Mesho, Panikenchoni, Fedepengen, Konikuye, la Iche Mekul. C'est quelques mots en ma langue maternelle, le Djibou. Je vais vous parler aujourd'hui de l'approche actionnelle aux marges des pratiques enseignantes dans les langues kanak de Nouvelle-Calédonie. Je voulais commencer par cette citation. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, mais quand tu m'appliques, j'apprends. Et je trouvais que ça collait assez bien avec la thématique de l'approche actionnelle dans l'enseignement des langues. Je vais donner quelques éléments de contexte avant de me centrer plus particulièrement sur l'utilisation de l'approche actionnelle dans l'enseignement des langues kanak. Ce que je vais présenter, ça fait partie d'une réflexion un peu plus large sur l'adaptation du CECRL dans l'enseignement des langues. L'enseignement en général des langues vivantes sur le territoire français est cadré par le CECRL, qui à l'origine a été bâti pour les langues indo-européennes, ce qui pose quand même des problèmes d'adaptation pour l'enseignement des langues kanak. Donc, dans le CECRL, il y a une approche qui est plébiscitée par le CECRL, c'est l'approche actionnelle. Et donc, j'ai voulu explorer un peu l'approche actionnelle dans la formation continue auprès des enseignants. Ce que je voulais faire dès le départ, c'est de vous présenter une séance filmée, 2 séances filmées exactement, pour vous montrer ce que ça donne sur les langues kanak, parce que l'approche actionnelle, c'est absolument pas original, hein, c'est une approche qui est souvent utilisée dans les langues vivantes, mais l'originalité vient justement de son utilisation pour les langues autochtones et les langues autochtones kanak. De donner une définition, de donner aussi la méthodologie et de finir sur quelques tendances. Je ne vais pas parler de résultats parce que, eu égard aux événements actuels en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu compliqué de recueillir des données. Et donc, on n'a pas encore de résultats sur l'ensemble des enquêtes que l'on a envisagé au départ de conduire sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Pour vous donner quelques éléments de contexte, la Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité française sui generis du Pacifique. C'est une colonie de peuplement, 271 000 habitants selon le dernier recensement de 2019. On a un millefeuille institutionnel qui est assez lourd pour la mise en œuvre de politique de manière générale, avec un gouvernement, un congrès qui travaille sur les lois de pays, pour mettre en œuvre les lois qui vont s'appliquer sur la Nouvelle-Calédonie. On a 3 provinces, la province nord, la province sud et la province des îles. 75% de la population en Nouvelle-Calédonie sont concentrés sur la partie sud de l'île. C'est un peu le pôle économique et donc la majorité des populations se concentrent dans la partie sud de la Nouvelle-Calédonie. Il y a on a essayé, via les accords de Matignon et de Nouméa, d'essayer de rééquilibrer le territoire, notamment en termes de répartition démographique, mais ça n'a pas forcément eu lieu, notamment parce que les usines ont fini par fermer en province nord, notamment. Il y a une diversité culturelle assez importante. La communauté la plus importante, c'est la communauté kanak avec 40% de la population. La population européenne française à hauteur de 30%, et ensuite on a des petites diasporas, notamment wallisiennes et futuniennes, vanuataises, etc., etc. On a beaucoup une mosaïque culturelle assez importante en Nouvelle-Calédonie. Un point important aussi, c'est les profondes inégalités au niveau social, au niveau économique et au niveau éducatif. Et les populations kanak qui sont souvent, on va dire, les moins bien loties du système éducatif calédonien, parce que dernièrement, en faisant le bilan de l'accord de Nouméa, on a encore beaucoup d'inégalités, et les Kanaks sont les mieux sont les plus en difficulté, on va dire, dans le système éducatif calédonien. Au niveau de la situation socio-linguistique en Nouvelle-Calédonie, l'Académie des langues kanak reconnaît 28 langues, 11 dialectes et 1 créole.
Ce créole ne s'est pas généralisé, il s'est cantonné vraiment à deux tribus de l'extrême sud, à la Conception et à Saint-Louis. On appelle ce créole le taillot, à base lexicale française. C'est un créole qui est parlé par une population qui a été regroupée à un moment donné de l'histoire dans les missions et qui parlaient différentes langues. Et donc, ils ont créé ce créole pour pouvoir communiquer entre eux. C'est une langue véhiculaire dans cet endroit. Les langues kanak sont menacées d'extinction pour une grande partie d'entre elles, selon les critères établis par l'UNESCO, notamment dû comment dire, au nombre de locuteurs par langue, et notamment le siche, qui est la langue la plus menacée parce qu'il ne reste plus que 10 locuteurs de cette langue. Mais il y a une grande majorité de langues qui sont dépourvues de locuteurs, avec moins de 100 locuteurs sur certaines langues, et donc ça fragilise forcément ces différentes langues. C'est pourquoi on a utilisé aussi l'école pour essayer de préserver ces langues, et donc on a utilisé l'école d'une certaine manière pour essayer de revigorer, revitaliser les langues kanak, en plus de la transmission à l'intérieur des familles. Néanmoins, depuis la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853, il y a eu une série d'interdictions d'usage de ces langues, de ces idiomes kanak dans l'espace public en Nouvelle-Calédonie. Et en 1921, ça a été confirmé avec des interdictions pour les écoles confessionnelles, et notamment protestantes, qui parlaient, qui comment dire, qui faisait l'école avec en utilisant les langues, notamment dans un but d'évangélisation. Il y a un paradoxe quand même, qu'en 1944, l'Indjeu, c'est une des langues kanak parlées dans le centre-sud de la Nouvelle-Calédonie, était déjà enseignée à l'INALCO, alors même qu'elles étaient interdites sur le territoire calédonien. C'est notamment le fait de Maurice Lénart, pasteur qui a œuvré aussi en Nouvelle-Calédonie, qui a dirigé cette chaire à l'INALCO et qui a donc introduit cette langue dans cet institut à Paris. La fin du régime de l'indigénat, c'est 1946, et donc les Kanaks ont été autorisés à circuler librement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu, à partir de ce moment-là, de grandes revendications identitaires sur le territoire, avec notamment en 1975 l'organisation du festival Mélanésia 2000 sous l'égide de Jean-Marie Tjibaou. Tout ça a conduit progressivement à la création de ce que l'on appelle les écoles populaires kanak en 1985. Donc les Kanaks, ne se sentant pas reconnus dans l'école publique, ont décidé de créer leurs propres écoles. Et dans ces différentes écoles, on utilisait la culture kanak et les langues, on enseignait les langues en plus du français également. Et donc, il y a eu les événements en Nouvelle-Calédonie entre 84 et 88, et donc ça a permis en 88 de reconnaître les langues kanak et la culture dans l'espace éducatif. Et donc tout ça nous a mené à pas mal de réformes du système éducatif, incluant les langues autochtones et la culture. Alors je précise la culture parce que en 2016, il y a eu le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, et on a rajouté une discipline dans le système éducatif qui s'appelle les EFCK, éléments fondamentaux de la culture kanak. Et donc, Stéphane Naviel a écrit des articles là-dessus, et de même que M. Wadrawan qui est derrière. Donc, c'est une discipline qui n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie, et donc c'était aussi pour pallier à des résistances sur l'apprentissage des langues kanak, et donc ça a été mis en œuvre à partir de 2017. Le premier capes de langue kanak, c'était en 2019. Je vais passer rapidement sur l'introduction. Donc maintenant, les langues kanak sont présentes dans tous les cycles d'apprentissage en Nouvelle-Calédonie, de l'école maternelle jusqu'à l'université de la Nouvelle-Calédonie. On a aussi créé les EFCK dont je parlais tout à l'heure.
Alors, le cœur de ma problématique, c'est l'approche actionnelle dans l'enseignement des langues kanak. Et je disais tout à l'heure, alors j'ai eu l'occasion de faire une présentation il y a 2 ans pour les JRE RICLAS, où je parlais de basculer progressivement du pourquoi au comment on enseigne les langues kanak, parce que je trouvais qu'on avait toujours à se justifier au fait par expérimentation de l'utilité des langues euh, pour pour la réussite scolaire des enfants, mais qu'il fallait progressivement basculer vers des expérimentations, surtout sur comment on enseigne les langues kanak. Et donc, j'ai voulu, alors déjà, je vais montrer ce que ça donne sur le terrain. Je peux juste déclencher la première vidéo à gauche. Je vais pas, à gauche. Voilà. C'est figé. Bon, d'accord. Alors sur cette vidéo, on voit des étudiants, c'est à l'université de la Nouvelle-Calédonie, c'est en cours de Djéhou. On va voir, bon, je l'explique. Bien le bonjour encore, on est en plein atelier de diction, donc on va essayer de vous présenter maintenant le geste d'au revoir, en particulier celui du jeune garçon qui s'en va vers la France, probablement pour des études. En tous les cas, il va recevoir les dernières paroles de bénédiction de la part de ses parents. Bonjour. Bonjour. Kamile na familia ya senya inaachula upas. Nonga. Ilai hubu ya lai choa mene choa la kitchen ni la kitchen. Je voulais vous montrer une séance filmée de Djéhou. Là, on est en langue Djéhou. Et donc, l'enseignante a créé une situation de communication. Alors, c'est de la simulation, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est la coutume. Et donc, les jeunes qui sont arrivés par la suite, ils présentent des billets. Alors, ils auraient dû utiliser des vrais billets, mais là, pour le coup, c'est des feuilles de papier pour simuler une situation de communication. Et celui qui a pris la parole, il fait comme si c'était le papa et il y a la maman à côté. Et donc, il dit au revoir parce qu'il part faire ses études en France. Et donc, c'est une coutume, voilà, c'est un geste coutumier que l'on voit assez régulièrement. Mais vous voyez qu'on est dans une salle de classe. On a poussé un peu les chaises, on a installé des nappes et puis on a essayé de recréer les conditions d'une coutume d'au revoir dans le milieu. Tu peux déclencher l'autre vidéo. Je voudrais t'adresser une phrase. Play. Merci. J'ai fait déjà 3 déjà. Alors, je vais juste expliquer ce qui est en train de se passer. En fait, c'est dans le cadre d'un échange. Le projet, c'est le projet Tadi-Marie. Tadi, c'est Tadine. C'est un collège c'est plutôt une tribu à Marais. Et Marie, c'est Mariotti. C'est un collège de l'extrême sud de Nouméa. C'est dans les quartiers sud, les quartiers un peu bourgeois de la capitale. Et donc, il y a une majorité d'étudiants français. Et là, ils ont un projet d'échange avec les jeunes du collège de Tadine, en majorité kanak. L'idée, c'est de faire vivre l'interculturalité et puis de permettre à des jeunes, le jeune qui a pris la parole, là, on l'entendait pas trop, mais il parlait en émolé. Et donc, il y a eu une phase de préparation dans la classe et puis là, ils sont en situation et l'enfant fait la coutume réellement à la famille qui est c'est la famille qui vont les recevoir durant toute une semaine. Et donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, alors c'est en EFCK, c'est pas en langue kanak, mais dans le collège de Mariotti, il n'y a pas de parents qui prennent nécessairement, au fait, ils n'ont pas d'intérêt finalement à prendre langue kanak mémonée. Et donc, elle le fait via les éléments fondamentaux qui est une discipline obligatoire et elle introduit les langues et elle
elle a travaillé aussi sur la motivation intrinsèque, parce que souvent, quand on choisit les langues kanak, ben, c'est parce que les parents, en fait, veulent bien inscrire les enfants. Mais là, pour le coup, c'est déclencher la motivation intrinsèque. En fait, ça va venir des élèves eux-mêmes qui vont s'inscrire, en fait, en langue kanak via ce type de projet. Okay. Bien le bonjour encore, on est en plein atelier de diction, donc on va... Ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des définitions en fait de l'approche actionnelle. Je voulais surtout le montrer. Mais ce qui me paraît intéressant dans la démarche actionnelle, c'est que la langue, on l'utilise pour communiquer évidemment, mais là pour le coup, dans l'approche actionnelle, c'est l'approche de la langue au service d'une activité, d'une action. Et donc, l'enseignante s'organise des situations d'apprentissage. Hein. Parfois, ça passe par du pressage, parfois, ça passe par des recettes, par exemple. Pour les petites classes, on fait des recettes de citronnade, par exemple, et puis on apporte du vocabulaire et les enfants manipulent la langue en situation. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le statut de l'élève, qu'il bascule progressivement de apprenant à acteur social dans le milieu, et le champ d'action est beaucoup plus large que simplement quand c'est une approche communicative. Alors l'idée, c'est pas d'opposer les deux, hein, mais de les inscrire dans un espèce de continuum entre l'approche communicative et l'approche actionnelle sur le terrain. Alors, dans les données antérieures, alors au-delà de toutes les recherches théoriques, il y a eu un mémoire de master sur l'approche actionnelle telle qu'il est utilisé réellement ou pas par les enseignants. Parce qu'elle a filtré son mémoire entre utopie et réalité. En fait, elle voulait vérifier si c'est une démarche qui est réellement utilisée. Ce qu'elle a, sa conclusion, alors sur les 17 professeurs qu'elle a interrogés, c'est que il y a beaucoup de déclaratifs qui est plutôt positif sur l'utilisation de ce type d'approche. Mais par contre, dans la réalité, alors, comment elle l'a prouvé? Elle a mis en place ce qu'elle a appelé des séances types. Et les séances types, c'est pour mobiliser l'une ou l'autre des approches. Et donc, la séance type 1 et la séance type 3, c'était plutôt du communicatif. Et la séance type 2, c'était plutôt de l'actionnel. Et on voit sur les résultats que les enseignants utilisent, privilégient en tout cas l'approche communicative. Encore une fois, c'est pas de les opposer, mais de les envisager comme un continuum. Et donc, souvent, les enseignants utilisent d'abord le communicatif et puis utilisent l'actionnel au moment de la valorisation du projet. Toujours sur le cadre méthodologique, ce que l'on a ciblé comme dans notre enquête, c'est surtout les enseignants avec lesquels nous avons travaillé dans la formation continue. En Nouvelle-Calédonie, on a l'IFAP. L'IFAP, c'est l'institution qui organise les formations à destination des enseignants. Et j'ai ciblé, moi, deux publics, enfin, c'est pas moi qui ai ciblé, c'est plutôt dans le cadre de la formation continue, des enseignants de langue kanak en poste en province des îles-Loyauté et des enseignants en poste sur la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie. Ça fait une cohorte de 30 enseignants de langue kanak dans différentes langues. Et l'idée, c'est alors je leur ai parlé de deux sujets particulièrement, c'est l'approche comparée, dont on vient d'avoir une illustration avec la collègue de Polynésie, et puis l'approche actionnelle. Et l'idée, c'est d'essayer d'accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de ce type d'approche. Et il y a deux parties. La partie d'une conseillère pédagogique. Alors, j'ai mentionné son nom, conseillère, Eliane Wapae, qui est conseillère pédagogique et qui travaille notamment dans le suivi des enseignants. Et pour ma partie, c'est la partie qualitative où je vais m'entretenir avec les enseignants sur la mise en œuvre de l'approche actionnelle dans l'enseignement.
Et du coup, on essaie de faire des corrélations entre les deux, sachant que Eliane Wapae, elle est plus sur la partie opérationnelle, on va dire, et puis le suivi des enseignants. De mon côté, je m'intéresse simplement aux performances des enseignants. Alors, Isabelle parlait tout à l'heure de carnet de bord. On n'a pas vraiment de carnet de bord. En fait, on s'entretient avec les enseignants et on leur demande justement des retours par rapport à ce qu'ils ont pu observer dans l'expérimentation de cette démarche. Je crois que j'ai dépassé mon temps, mais je vais vite essayer de conclure. La mise en œuvre, alors elle a été rendue difficile par les émeutes à partir du 13 mai, parce que c'était un peu compliqué toujours aujourd'hui d'ailleurs, de circuler sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce qui fait que sur les 30 entretiens, j'en ai fait que 11. Et par Google Forms, qui n'était pas prévu au départ, mais j'ai dû essayer de m'adapter par rapport à la situation. 6 entretiens semi-structurés, mais plutôt ceux de la province des îles, et ça permet peut-être déjà d'identifier des tendances sur ces différents entretiens. Ce qui apparaît, c'est que quand on interroge les enseignants sur la mise en œuvre, c'est que beaucoup l'utilisent en lien avec les EFCK, hein, les éléments fondamentaux de la culture kanak dont j'ai parlé tout à l'heure, et notamment par la mise en place de projets culturels, notamment par exemple faire des chants d'igname avec les enfants, avec les élèves. Et donc ils utilisent aussi tout le vocabulaire lié à l'igname, à la culture de ce tubercule sacré en Nouvelle-Calédonie. On a la construction de la case, alors plutôt sur des maquettes, par exemple. Il y a des enseignants qui utilisent souvent les fêtes culturelles, alors qui sont des fêtes plus touristiques, mais du coup, ils utilisent ce type de fêtes pour pouvoir mettre en œuvre l'approche actionnelle. Il y a une des enseignantes qui a fait un travail intéressant sur une web radio, alors c'est toujours au collège de Tadine. Et puis, donc les enfants deviennent des reporters et vont récupérer des éléments pour les mettre en évidence à travers cette web radio. Dans la démarche actionnelle, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les enseignants ont appris à maîtriser les différentes étapes hein, de la démarche actionnelle. Ce qu'ils ont jugé aussi intéressant, c'est l'ouverture de la classe vers l'extérieur. Donc, on ne se contente plus de rester dans l'espace classe, on s'ouvre finalement vers l'extérieur et puis ça donne plus de sens aux apprentissages. Ce qui est aussi intéressant dans la démarche actionnelle, c'est que souvent on va fixer une tâche finale et on va fixer des tâches intermédiaires et du coup l'élève, ce qui est intéressant, c'est qu'il voit en fait tout le processus d'apprentissage et ça joue forcément sur sa motivation en fait dans les apprentissages qu'on lui propose. Les difficultés principales, c'est un travail conséquent de préparation parce que finalement, quand on mobilise l'approche actionnelle, ça demande beaucoup de travail de concertation aussi parce que c'est très collaboratif. Et puis, il y a besoin, forcément, si on fait des choses avec les acteurs de terrain, ça nous oblige à se mettre en lien avec les acteurs de terrain pour discuter avec eux. Mais en tout cas, sur les avantages, alors sur nos hypothèses de départ que j'ai pas présentées faute de temps, mais du coup, on avait la sécurité professionnelle par rapport à la maîtrise de cette approche actionnelle, une meilleure adhésion de la part des élèves dans ce type d'approche, un sentiment fort d'épanouissement, hein, me disent les enseignants, une meilleure relation entre le maître et l'élève en conduisant ce type d'approche, une meilleure adhésion aussi par rapport aux intentions pédagogiques qui sont beaucoup plus claires pour les élèves. Alors évidemment, c'est plus la partie subjective et abstraite hein, que je traite moi. Et puis sur les performances des élèves, c'est plutôt ma collègue Eliane Wapae qui est chargée de récupérer ces éléments. En tout cas, les axes d'amélioration qu'on a vu émerger, c'est surtout sur la démarche évaluative, avec une confusion sur est-ce qu'on évalue la tâche ou on évalue plutôt les compétences langagières. Donc, on essaie de s'entendre à un outil évaluatif qui puisse concilier les deux démarches. Donc voilà quelques tendances. Encore une fois, j'ai pris plus de temps sur la partie méthodologique parce que les données sont encore partielles à ce stade. Oletia Chouach.
Alors, la plupart sont de LCO, langue et culture océanienne. Et donc, ils sont répartis un peu partout sur le territoire et souvent, c'est des référents de leur langue, de leur langue d'origine. Aussi la formation À l'Université de la Nouvelle-Calédonie en LCO, la majorité, pas tous, mais la majorité. avec une expérience aussi d'enseignement Oui, parce que c'est de la formation continue et donc oui. ils sont tous en poste. Et donc, c'est pas dans la formation initiale.